J'ai le plaisir d'avoir maintenant à mes côtés Valérie Zenati, Marie-Yves Rinat-Nikolov et François-Michel Durazo. Je vais commencer par vous présenter. Marie, vous êtes universitaire et traductrice littéraire. Vous êtes agrégée de lettres classiques et professeur de langue et de littérature bulgare à l'INALCO. Nous l'avons entendu ce matin puisque l'une de vos étudiantes était à cette même place. Vous avez reçu pour votre travail plusieurs distinctions, notamment le prix de l'Union des traducteurs de Bulgarie pour Nous les oiseaux de Jordan Radichkov. Et vous êtes également la traductrice de Physique de la mélancolie, roman de Georgi Gaspadinov, qui a reçu le prix de la Fondation Yann Michalski en 2016. Vous avez traduit pas loin de 20 auteurs bulgares et grandement contribué à faire connaître la littérature bulgare dans l'espace francophone. Voilà, vous êtes également lauréate du prix Étienne Dolé. Et votre dernière publication est justement un titre de Georgi Gaspadinov, Tous nos corps, histoire ultra courte, paru chez Intervalle en 2020. Il y en a eu un autre depuis ? Oui, il y a Pardon. Son dernier roman, Le pays du passé. Alors dans le micro, ça permettra aux autres. Il faut me corriger sur les biographies. Vous avez fait du russe. J'ai fait un peu de russe. Oui, vous prononcez le bulgare à la russe. Ah, je suis désolé. Non. Gaspadinov, c'est ça ? Voilà, Gospodinov. Et effectivement, je viens de paraître chez Gallimard son dernier roman, Le pays du passé. Bien. Et alors, je vais donc sans doute truffer également vos biographies à l'un et à l'autre d'erreurs. Il faudra me corriger parce que voilà, je n'ai pas croisé mes sources. François-Michel Durazo. Vous êtes également agrégé de lettres classiques. Alors voilà, je sais pas si nous, il faut qu'on... Non, mais c'est bien, on est aux deux extrémités. Vous êtes au centre, c'est bien. Vous traduisez vers le français de plusieurs langues romanes, catalan, mais aussi espagnol, italien, corse, portugais, occitan, galicien, latin, sarde. J'ai lu tout ça. Alors, sur le site de Matrana... Et turc maintenant. Alors sur le site de Matrana, je crois que c'est une coquille, il y a marqué arabe. Non, c'est vrai ou pas ? J'ai traduit 3 recueils de poèmes de l'arabe. Alors pardon pour avoir douté du site de Matrana. Mais alors c'est incroyable. J'en ai trouvé la trace de. On en reparlera. Voilà. Vous avez traduit environ 80 titres. Oui. Et alors vous êtes notamment en ce qui concerne le catalan, vous avez traduit plusieurs auteurs comme le poète Jaume Pont. Miquel Despalol, Victor Català, je vois que vous avez amené ici quelques centimètres de livres. J'ai noté également Victor Català ou Francesc Serres. Et du castillan, en particulier des auteurs d'Amérique centrale, Silvia Eugenia Castillero, Rita Indiana, que j'ai lu avec grand plaisir. Il y a aussi... Oui, vous voulez dire quelque chose ? Oui, les tentacules, ça s'appelle en français. Les tentacules, voilà. Rita Indiana, oui. Voilà. Et Eduardo Antonio Parra, Jaime Sabines, etc., David Toscana, les Argentins Ricardo Piglia et Nestor Ponce, et l'Espagnol Ramón Gómez de la Serna. Voilà, vous avez également été l'auteur de 2 anthologies qui ont été pionnières dans leur domaine, 48 poètes catalans pour le XXIe siècle, ainsi qu'une anthologie de poètes corses contemporains, Affiletta, la Fougère. Enfin, on vous doit la première publication du texte intégral du poète de langue latine, Giuseppe Ottaviano Nobili Savelli, voilà, qui est paru aux éditions Albiana en 2008. Oui, c'est ça. Et vos 2 dernières publications sont un roman d'Eduardo Antonio Parra, El Eden, et un recueil de poésie d'Antonia Vicens, traduit du catalan de Majorque, qui est paru chez Lanskin. Vous avez reçu le prix L'Or Bataillon. Valérie Zenati, je me tourne vers vous. Je continue avec vous, parce que sinon je distingue et c'est bizarre. Vous êtes agrégé, non pas de lettres classiques, donc, mais d'hébreu, mais bon, voilà, je ne voulais pas vous laisser sans agrégation. Non, mais je suis agrégative. Je ne sais pas pourquoi ça continue de circuler. Ah, ben voilà. Moi, je ne veux pas avoir... voilà. Je ne veux pas qu'on se fasse de fausses idées. Je suis agrégative, mais pas agrégée. D'accord. J'ai eu l'écrit, mais pas l'oral, en gros. D'accord. Voilà. En tout cas, vous avez enseigné l'hébreu. Oui. Et vous êtes journaliste, vous étiez. Et vous vous consacrez à l'écriture maintenant et à la traduction depuis un bon moment.
Vous avez d'abord publié de nombreux ouvrages pour la jeunesse, Quand j'étais soldate, et qui retrace le quotidien d'une jeune Israélienne qui a dû faire son service militaire. Et puis, Une bouteille dans la mer de Gaza, qui a été l'objet d'une adaptation au cinéma. Et cette adaptation au cinéma a été sans doute un co-travail avec Thierry Benisti, qui a été à l'origine de bien d'autres travaux de votre métier de scénariste, en fait. Tout à fait. Voilà, c'est un film qui a été l'objet de distingué par plusieurs prix. Je reviens à votre œuvre romanesque. En 2014, votre roman Jacob Jacob explore l'histoire d'un séfarade pied noir et de sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale et puis pendant la guerre d'Algérie. Et ce livre a eu le prix du livre inter. Et puis, voilà, dernièrement, vous êtes revenu à l'écriture audiovisuelle en écrivant une série pour Canal+, qui a eu beaucoup de succès. Bon, votre activité de traductrice qui vous amène autour de cette table, c'est que vous traduisez de l'hébreu en français, plus d'une dizaine de livres de votre ami, et je ne sais pas comment, peut-être vous aurez un autre terme pour le qualifier, Aaron Appelfeld, qui est un grand romancier et poète israélien du XXe siècle. Vous lui avez consacré également un récit, Mensonge, en 2011, et puis vous lui avez consacré votre dernier ouvrage, Dans le faisceau des vivants, qui est un hommage à cette amitié. Voilà pour la présentation de nos invités d'aujourd'hui. Alors, le titre de notre réunion d'aujourd'hui est « Quel espace pour la diffusion des œuvres de langue rare ?» On peut bien sûr, on s'est déjà interrogé sur ce terme de langue rare ce matin, donc on va pas y revenir. Ce qu'on pourrait commencer par se poser comme question, c'est à quel point, enfin, quelle est la place dans la littérature qui est faite à ces trois langues que vous traduisez, qui sont des langues de diffusion moyenne, on va dire, dont on n'a pas encore vraiment parlé. François-Michel Durazo me faisait remarquer que chacune concerne un nombre de locuteurs à peu près équivalent, entre 8 et 10 millions. Et chacune a un nombre de traducteurs très restreint pour les représenter en France. Est-ce que vous êtes donc chacun et chacune en position de traducteur-apporteur? Est-ce que dans ces langues moyennes vaut ce qui vaut pour les langues les plus rares, à savoir que c'est vous qui allez voir les éditeurs pour leur porter des projets? Alors en ce qui me concerne, je suis devenue traductrice en proposant de traduire les livres d'Aaron Appelfeld. Donc, je n'avais jamais rien traduit avant. J'avais fait mes études au Lanzo et j'écrivais déjà, j'étais professeure d'hébreu. Et quand j'ai passé présenté la gradation d'hébreu, il y avait au programme un livre d'Aaron Appelfeld que j'ai lu, qui m'a fascinée par sa puissance mystérieuse, que je n'arrivais pas à décrypter. Et là, voilà, pour aller vite, mais j'ai un autre livre d'Aaron Appelfeld sortait à ce moment-là en Israël que j'ai lu, il s'appelait L'amour soudain. Et j'en ai parlé à l'éditeur français Olivier Cohen parce que Aaron Appelfeld avait été traduit en France. Il a commencé à écrire, à publier en Israël en hébreu dans les années 60. Alors, son hébreu est particulier parce que c'était un petit garçon né à Tchernovitz, en Bukovine, qui était en Roumanie à l'époque, mais où la langue que parlaient ses parents était l'allemand. Donc, l'hébreu n'était pas du tout sa langue maternelle et c'est une langue qu'il a acquise auprès de grands efforts après la guerre. Et il a commencé à publier dans les années 60. En France, il s'est fait connaître dans les années 80 et un petit peu, quelques livres traduits. Et puis finalement, Gallimard a décidé de ne pas poursuivre la traduction. Et donc, en 2003, je suis allée voir Olivier Cohen et je lui ai dit, mais c'est pas possible qu'on ne traduise plus cet auteur. Je ne comprends pas. Et là, je pourrais raconter, je l'ai raconté déjà dans d'autres occasions, mais il m'a fait lire, lui, un autre livre qui venait de sortir en Allemagne, qui était Histoire d'une vie. Et je me suis lancée dans la traduction de ces deux textes. Et l'aventure a commencé là, à ce moment-là. Donc, j'ai apporté ce texte. Depuis, je suis très souvent contactée pour traduire d'autres auteurs.
Mais je réponds très, très peu à ces sollicitations parce que j'ai mes champs d'activité d'écriture par ailleurs et c'est difficile de tout concilier. Je donne la priorité à Aaron Appelfeld en traduction, puisqu'il est mort en début 2018, mais il reste 30 livres de lui à traduire. Et parfois, je fais quelques bifurcations et quelques sauts de côté qui m'intéressent pour frotter ma langue mon hébreu à d'autres hébreux ou mon français à d'autres hébreux. Merci. Comment ça se passe pour le bulgare? Pour le bulgare, pour les bulgares d'ailleurs, puisque moi aussi je dirais que certes, je traduis d'une langue rare, mais j'ai traduit une 50aine de livres maintenant, et donc à chaque fois j'ai traduit un bulgare particulier, le bulgare d'un texte. Bulgares, ouais. Voilà. Donc ces 50 livres, il y a peut-être, je ne sais pas, 2 qui m'ont été demandés. Mais sinon, non. Alors, je pense que Clara va sourire, mais j'ai toujours une phrase que je dis à mes étudiants. Je mourrai en traductrice heureuse parce que la traduction est un bonheur, mais très en colère. En colère parce que ça fait maintenant 35 ans, je crois, que je traduis. Et dans ma grande naïveté, à un moment donné, notamment après la chute du mur, je me suis dit, bon, ça sera plus facile, etc. Et en fait, à chaque fois, c'est un combat parce que, ça a été dit tout à l'heure. Donc, effectivement, déjà, j'apporte un texte parce que il se trouve que c'est ce que j'écris aussi, Claro, qu'un texte m'appelle à traduction. Il m'appelle à traduction et il m'appelle à le lire. C'est très souvent, il y a des textes qui... j'ai besoin de les lire en bulgare à haute voix, je veux dire. Et donc, à chaque fois, c'est effectivement des éditeurs qui sont frileux, les grands éditeurs, entre guillemets, plus que les petits éditeurs, on va dire, qui sont vraiment très courageux. Alors bon, peut-être que là, bientôt, il y aura un festival qui va être dédié à la culture bulgare dans une semaine. Peut-être que ce prix Dolé, je ne sais pas. Donc, j'espère toujours que... mais vous voyez, par exemple, le Pays du passé, Gospodinov maintenant est traduit dans, je pense, une 30aine de langues. En Italie, il a beaucoup de lecteurs. Il avait été, donc Physique de la mélancolie avait été primé pour le prix Strega. Il a reçu le prix Strega pour justement alors ce que moi j'avais traduit comme abritant, TEMPS, puisque le titre en bulgare est un néologisme. Et puis c'est devenu le Pays du passé, mais il a paru en français il y a plus d'un mois maintenant, à part un petit article dans Libé, rien. Donc l'impression que cette littérature bulgare effectivement n'intéresse peut-être d'ailleurs encore moins les journalistes que les éditeurs. Oui, on parlait tout à l'heure pour essayer de déterminer qu'est-ce qui est rare, etc. C'est peut-être l'attention qui est portée, qui est le critère déterminant pour savoir ce qui est rare ou marginal ou périphérique. Et c'est là où il y a un déficit d'attention parfois dans la presse, mais on a dit aussi ce matin que ça n'avait pas forcément des conséquences, c'est Anna Rizzello qui disait ça, sur le nombre de ventes. C'est-à-dire que la presse a plus tant un rôle prescripteur qu'elle a pu l'avoir, en tout cas du point de vue de certains éditeurs. Pardon, c'était juste une petite remarque en passant. François-Michel Durazo. Alors, s'agissant de proposer, effectivement, c'est mon cas. Moi, je propose des œuvres. C'est-à-dire que la lecture en soi ne me suffit pas. J'ai besoin d'écrire. Et traduire, c'est faire les deux à la fois. C'est lire en écrivant, écrire en lisant. Et c'est aussi s'obliger à rendre compte de sa lecture, parce qu'on ne lit jamais aussi bien que quand on traduit. Donc, c'est déjà un besoin. À partir de ce besoin, pourquoi avoir traduit un livre si ce n'est pas pour le partager, partager ce qu'on aime tout simplement. Donc, c'est de là que vient mon désir de proposer à des éditeurs. Et je pourrais raconter simplement comme petite anecdote ma première expérience. Je reçois d'Espagne, j'ai été financé à une Espagnole, je reçois d'elle des livres. Elle me dit, puisque tu aimes la poésie, et je découvrais l'espagnol. Et pour comprendre, je me mets à traduire Leopoldo María Panero, Poemas del manicomio de Mondragón, poème de l'asile de fous de
de Mondragon, et je le mets, voilà, je traduis. Au marché de la poésie, j'avise l'étal d'un petit éditeur, collection de poésie européenne. Je dis, vous avez un auteur espagnol? Il me dit, ben non. Ben, je dis, tenez, il lit 5 poèmes, et je le publie. Et je me dis, mais c'est magique. C'est un miracle. Et à partir de là, j'ai proposé. Et bon, on m'a souvent opposé un refus, hein, bien entendu. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, bien entendu, avec le temps, avec l'expérience, on finit par recevoir des propositions. Rita Indiana, par exemple, c'est une proposition d'un éditeur qui ne me connaissait pas, qui avait lu, enfin, qui ne me connaissait pas personnellement, et qui me dit, ben voilà, vous avez traduit... Rue de l'Échiquier, c'est ça. Voilà. Vous avez traduit merveilleusement une portoricaine, Mayra Santos Febre, c'est tout à fait dans le même genre. Je pense que vous êtes le traducteur qu'il faut pour ce livre-là. Donc, voilà. Mais ça, c'est des choses qui viennent vraiment une fois qu'on est déjà installé dans un domaine. Mais effectivement, on est toujours en train de proposer. Très bien. Est-ce que on parlait tout à l'heure, enfin le titre sur lequel nous avons été conviés, c'est Quel espace de diffusion? Et je notais que vous espériez la création d'un festival autour de la littérature bulgare, des cultures bulgares. Plus large que la littérature. D'accord. Est-ce que le meilleur espace de diffusion, c'est un espace spécialisé ou est-ce que c'est un espace généraliste? La question peut se poser à chaque fois pour ce qu'en termes assez laids, mais on peut appeler des niches. Est-ce qu'il vaut mieux agréger des gens autour de la culture bulgare ou essayer donc s'adresser à des éditeurs spécialisés, par exemple, qui se spécialisent sur une aire linguistique, ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de trouver une place au sein de maisons généralistes? C'est une question, par exemple, que se pose beaucoup un certain nombre d'auteurs d'Afrique francophone qui refusent d'être publiés dans Continent Noir. J'en ai rencontré. Donc, je vous pose à chacun cette question. Est-ce que vous aspirez à être au sein d'une collection généraliste ou pas? Alors, moi, oui, tout à fait, mais je pense, en poursuivant la conversation avec la table ronde précédente, il me semble que Claro disait que les lecteurs ne se préoccupent pas toujours de savoir si le livre est traduit et de quelle langue, etc. Moi, j'observe tout de même qu'il y a, mais c'est une observation subjective et qui ne repose pas sur une étude particulière, mais j'observe tout de même qu'il y a des intérêts aussi en fonction des pays et des langues. Et il peut y avoir chez certains un tropisme japonais, par exemple, et donc certaines personnes vont aller vers des auteurs traduits du japonais. En ce qui concerne l'hébreu, par exemple, moi, je sais qu'une partie de l'intérêt pour la littérature israélienne est un intérêt qui dépasse l'intérêt pour la littérature, mais qui est un intérêt lié à l'actualité et à des questions géopolitiques, voire idéologiques. Et donc, je pense qu'en France, des écrivains comme Amos Oz ou Aleph Bet Yehoshua ou David Grossman ont eu une notoriété et une présence médiatique, même si on dit que les médias ne sont plus aussi prescripteurs qu'avant. Un écrivain, pour qu'il trouve un livre, pour qu'il trouve ses lecteurs, il faut tout de même qu'il y ait quelques relais, qu'on en parle. Voilà, il y a 40 000 livres qui sont publiés chaque année. Donc, il faut bien qu'il ait une existence. Et effectivement, en entrefilet dans Libération, ça ne peut pas suffire. Donc, je pense que des écrivains comme, voilà, pour les trois cités, comme Oz, Yehoshua ou Grossman, ils ont eu une présence aussi parce qu'ils s'exprimaient sur des questions politiques et que ça intéressait les gens et qu'ils sont allés vers leurs livres. Et ça a aussi drainé un intérêt pour la littérature israélienne par ailleurs. Et le succès des séries israéliennes et du cinéma a amplifié aussi cet intérêt. Et c'est monté en même temps. On lisait peu de littérature israélienne dans les années 80.
enfin beaucoup moins, on s'en est mis à lire plus dans les années 90, au moment où le cinéma israélien a commencé à trouver des échos, et les séries ensuite. Et donc, bon, Aaron Appelfeld n'entre pas dans ce cadre, je pense, parce que l'intérêt, c'est plus pour sa littérature, c'est un intérêt pour une littérature qui nous viendrait d'Europe centrale, même s'il écrit en hébreu. Mais donc, ça commence à répondre, je pense, à la question de dire que oui, quand il y a une culture qui est présente, il faut pas cantonner les livres, il me semble, à une maison qui serait cataloguée. Enfin, pourquoi pas? Mais ça peut fermer. Au contraire, moi, je pense que il faut ouvrir et décloisonner. La traduction décloisonne par définition. Mais il est vrai que quand il y a une culture qui entre dans un pays par le biais de l'actualité ou d'autres arts, elle permet un intérêt peut-être plus grand vers sa littérature. C'est une hypothèse. Enfin, une hypothèse qui comment dire, je la tire pas non plus du chapeau, une hypothèse que je tire d'une observation de ce qui s'est passé dans la diffusion de la littérature israélienne ou en langue hébraïque traduite en français. Je peux la croiser avec une autre observation qui est que dans un certain nombre de festivals littéraires, et quand on voit des rencontres entre certains auteurs et le public, on sent chez le public une sorte de demande politique. Oui. D'apporter, les écrivains sont sommés finalement d'apporter des réponses politiques que les politiciens n'apportent pas ou plus. Oui, et la Bulgarie sur le plan politique, je ne sais pas à quel point elle intéresse les Français. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que les gens, surtout quand c'est drôle parce qu'ils n'interpellent pas les auteurs français beaucoup sur la politique. Je participe à beaucoup de festivals en tant qu'auteur. Autrice, on me pose rarement de questions sur la politique en France et sur des questions politiques ici. En revanche, dès qu'il y a un auteur qui vient de l'étranger, il est un peu l'ambassadeur. Alors surtout si ce sont des pays sulfureux, s'il est russe, on va lui poser quelques questions. S'il est américain au temps de Trump, on va lui poser quelques questions. S'il est israélien, n'en parlons pas. Là c'est le jackpot de l'intérêt politique qui peut dominer parfois l'intérêt littéraire. Et effectivement, bulgare, on se dit, mais quelle question politique on va poser à un écrivain bulgare? Enfin, Marie va peut-être poursuivre, je ne veux pas monopoliser la parole. Tout à fait. Je pense que c'est effectivement un des problèmes. Danilo Kish, il me semble que c'est en 80 et quelques, dans Le résidu amer de l'expérience, déjà disait, on attend de nous, soit qu'on écrit, je paraphrase de mémoire, soit que, donc nous, écrivains de l'Est, puisque c'était encore les pays de l'Est, soit qu'on écrive une littérature exotique, donc balkanique, Kadaré, l'Albanie, etc., ça entrait aussi dans ce cadre-là, soit une littérature politique. Et effectivement, ce qui me frappe quand je regarde, j'ai regardé un tout petit peu, même si je ne parle pas l'italien évidemment, mais on comprend un petit peu. Quand je regarde les critiques sont que j'ai pu lire sur donc les œuvres de Gospodinov, qui est maintenant un auteur qui est vraiment, je pense, qui a son public italien. Les critiques sont des critiques de littérature, de texte, de poétique même, d'imaginaire surtout. En France, on verra. Alors, son dernier texte qui est étonnamment, d'ailleurs, quand je dis étonnamment, parce que c'est pas un auteur, même si toute littérature est politique au fond, au sens large, c'est évident. L'écrivain est un politique. Mais ce dernier roman est beaucoup plus politique au sens où on pourrait l'entendre. On va voir. Je pense aussi qu'effectivement, la Bulgarie, déjà, qui sait où exactement la Bulgarie? En général, on dit « Ah, tu as vécu en Bulgarie attends, oui, c'est Bucarest. » Bah non, c'est pas Bucarest. Bon, et même quand j'étais en poste, d'ailleurs, puisque j'ai travaillé 4 ans à l'Institut français à Sofia, le MAE, ministère des Affaires étrangères, dont je dépendais, m'écrivait à Bulgarie, Bucarest ou Budapest. Ah oui, c'était fou. Parce que ça commence par Bu. Ah, j'avais pas fait attention. Ensuite, je pense que c'est vrai aussi, j'avais écrit un billet d'humeur, et c'est le Figaro d'ailleurs qui l'a pris, lorsque c'était la présidence bulgare, donc il y a 2 ou 3 ans.
parce que voilà, la Bulgarie accédait à la présidence tournante et on commençait déjà à faire la leçon aux Bulgares sur la corruption, sur la prostitution, sur les Roms, sur je ne sais pas quoi. Bien sûr que ça existe, mais bon, il n'y a peut-être pas que ça non plus. Et puis, je pense que un troisième obstacle, c'est que je ne sais pas pourquoi, je me réjouis cette année, c'est la première fois que j'ai une étudiante en master qui est de langue maternelle française, de père français, de mère bulgare. Et sinon, jusqu'à présent, quand j'avais eu des étudiants qui allaient jusqu'au master, donc de traduction littéraire, c'était des Bulgares de langue maternelle bulgare, et ça marche pas. Bon. Ce qui fait que de facto, depuis, je pense, je sais pas, peut-être une quinzaine d'années, je suis la seule traductrice de langue maternelle française. Et c'est un très lourd handicap. D'abord, c'est une responsabilité par rapport au public, enfin, même si j'aime pas le terme de public parce que c'est pas un hyper lecteur, il y a plein de lecteurs, mais ça veut dire que quelque part j'impose mes goûts finalement. Et surtout, j'entends aussi que, alors deuxièmement, ça fait aussi que même si j'arrive, malgré toutes mes responsabilités par ailleurs, à traduire, on va dire, quand je trouve des éditeurs, 2 livres par an, c'est pas suffisant non plus pour les instaurer dans le paysage littéraire français. Et puis il y a toujours aussi la suspicion, mais elle monopolise. Alors je sais pas trop comment on fait pour monopoliser, mais donc à mon avis c'est tout un faisceau qui fait que effectivement voilà, cette littérature que évidemment j'aime beaucoup n'a pas la place qu'elle a dans le champ littéraire français. François Michel. Alors, on parlait de langue rare et je me suis dit il faudrait trouver un autre terme pour nous définir. Et moi, je préférerais parler de langue périphérique, c'est-à-dire de littérature périphérique, langue et littérature périphérique, parce que les langues qu'on traduit s'inscrivent dans autour d'une grande langue. Je pense que le bulgare n'est pas loin du russe, d'une certaine manière, du point de vue de sa famille, bien sûr, linguistique, mais aussi pour des raisons géopolitiques. L'hébreu, c'est une langue sémitique sa littérature est très collée à l'actualité politique, au monde. C'est-à-dire, voilà, on est dans la périphérie de quelque chose, dans un domaine. Bon, je suis pas d'accord. On peut en discuter, mais bon, en tout cas, admettons que ça ne vaille pas pour l'hébreu, ça vaut pour beaucoup de petites langues. Et je pense par exemple que le catalan est une langue périphérique de l'espagnol, mais aussi du français. C'est une langue un petit peu à part dans cet univers de la Romagna. Quant au corse, on voit bien en quoi il est périphérique. Je pense que périphérique de l'italien, mais du français aussi, une île. Et du coup, ces traductions, elles ont l'intérêt de ramener le périphérique au centre. Et c'est pour ça que je ne suis pas tellement d'accord avec l'intérêt d'avoir des collections qui soient dédiées à une langue en particulier, à un domaine. Ça peut avoir un intérêt, mais je pense que l'intérêt majeur pour une langue périphérique, c'est d'être au centre. Et la traduction, ça sert à ça. C'est-à-dire qu'une fois en français, eh bien, nos traductions sont en compétition, sont en concurrence, sont à pied d'égalité avec tout ce qui se publie en français. Et donc, d'où l'intérêt de leur universalité, c'est-à-dire qu'elles prouvent leur universalité dans le passage au français et dans cette confrontation. Valérie, tu n'es pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Non, enfin avec le terme, mais en écoutant, je comprends. Par exemple, des langues effectivement comme le corse ou le catalan, on peut se dire que ce sont, périphériques, je ne sais pas, mais disons que ce sont des langues qui existent à l'intérieur d'autres langues en temps réel ou à côté. En périphérie ou à côté. L'hébreu n'existe pas en périphérie de la. Non. Éventuellement, et justement, et ça c'est très intéressant, il y a une littérature israélienne écrite en arabe et parfois en hébreu, comme Sayed Yeshua. Donc en Israël, l'arabe est une langue périphérique de l'hébreu. Et il y a une littérature écrite soit en hébreu, soit en arabe, qui témoigne de ça. Mais c'est juste sur ce point. C'est juste sur ce point. Mais pour donner des chiffres, peut-être, tout simplement faire parler les chiffres, moi, je
je présidais jusqu'à la semaine dernière la commission littérature étrangère au CNL, et donc que j'ai présidé pendant un peu plus de 3 ans. Et systématiquement, quelle que soit la commission, il y a 70% des demandes qui concernent des livres traduits de l'anglais, 20% pour l'allemand, l'italien, l'espagnol, confondus, on va dire, donc à peu près 7% pour chacune de ces langues, et les 10% restants, c'est toutes les autres langues. Donc voilà, quand on va arriver, voilà, il y a le chinois, le bulgare, enfin, il y a un livre, 2 maximum qui représentent je dirais une 25 ou 30 langues à peu près. Ça, c'est parce qu'on est en littérature générale et qu'on ne tient pas compte des mangas et de la jeunesse et tout ça. Oui, voilà. Là, en littérature générale, oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, là, je pense que voilà, on se rejoint. Il y a un effort du CNL notamment, enfin un désir en tout cas de soutenir les littératures traduites et une très grande attention portée à certaines langues parce que il y a ce désir d'offrir la littérature sous ses formes les plus variées et à partir du plus grand nombre de langues. Mais encore une fois, puisque la question c'est l'espace de diffusion, je pense qu'il y a un travail très important des éditeurs à faire avec, en fait, c'est avec les médias et les libraires et les directeurs de salons pour donner une existence à un auteur. Quand ils y croient, il faut que cet auteur puisse exister dans un espace médiatique. Sinon, il reste cantonné aux études universitaires, je pense, ou voilà, ou à une poignée d'initiés. Marie, vous disiez tout à l'heure que être la seule traductrice du bulgare, c'était une responsabilité un peu écrasante parce que malgré vous, vous imposiez vos goûts. En tout cas, ça peut vous être renvoyé. Oui. Mais enfin, vous n'avez pas d'autre choix que d'imposer vos goûts s'il n'y a personne d'autre pour prendre le relais. J'ai entendu ce même témoignage on a eu une réunion à Arles il n'y a pas très longtemps qui réunissait divers traducteurs de l'arabe vers diverses langues européennes et qui ont chacun échangé sur leur pratique. C'était passionnant. Il y avait une traductrice de l'arabe vers le grec moderne qui était la seule, un traducteur de l'arabe vers le finnois qui était le seul dans son pays, et chacun était confronté à cette problématique de devoir finalement être malgré soi un représentant de la littérature écrite en langue arabe, et que dans le fond, effectivement, ces choix personnels, subjectifs, étaient souvent perçus comme la littérature de langue arabe, alors que ce n'est pas du tout ça. Donc, la solution face à ça, c'est celle que sans doute que vous pratiquez, c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait une relève, c'est la formation des traducteurs. Est-ce que vous représentez ici aussi l'INALCO? Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de l'objectif et des moyens que l'INALCO met en œuvre pour assurer la relève des traducteurs dans un certain nombre de domaines? Oui, alors c'est vrai qu'on a, avec 2 ou 3 collègues, on a donc créé un master qui au départ était littérature et traduction littéraire, et puis maintenant uniquement traduction littéraire. À dessein, je n'emploie pas le terme de traductologie, parce que même si je publie sur la traduction, ce que je fais en fait, j'ai une pratique réflexive, mais la traductologie est encore beaucoup dans la mouvance linguistique, et donc considérant effectivement qu'on traduit des langues, la première chose que je dis à mes étudiants, premièrement, c'est qu'on ne traduit pas des langues mais des textes. La différence est fondamentale. Je peux me permettre un petit exemple? Volontiers, ça a été évoqué depuis ce matin, cette question qu'on ne traduit pas de l'anglais, mais un auteur écrivant en anglais, etc. Et donc, je pense que c'est bien de l'alimenter de quelques exemples. Alors, un exemple qui est tout à fait récent, puisque une des autrices, comme on dit maintenant, que je traduis, Théodore Adimova, j'ai traduit son dernier roman, Les Dévastés, qui paraît incessamment là au CIRT. Et c'était très intéressant pour moi de voir les suggestions d'une des correctrices. Et je rejoins ce qu'ont dit Claro et Olivier. C'est vrai que le travail qu'on peut faire avec un éditeur, ça peut être vraiment très, très enrichissant.
Là, il se trouve que c'est un roman polyphonique et déjà le premier chapitre, qui est donc une voix de femme, ça se passe en fait juste après le 9 septembre 1944, quand le régime communiste se met en place et qu'on commence à liquider à la fois la bourgeoisie, ce qu'on appelle les monarcho-fascistes, et puis une certaine élite intellectuelle. Donc c'est un roman qui est très sombre. Et le premier paragraphe est au présent. Donc Raina, la voix, etc., fait ceci, fait cela au présent. Et puis ensuite, dans la même page, deuxième paragraphe, on passe au passé. Et la correctrice me dit, mais écoutez, Marie, voilà, c'est un peu problématique. Au début, on est au présent, ensuite, on est au passé. Moi, je vous suggère que vous mettiez tout au passé. Et là, je ne lui ai pas dit comme ça, mais je me suis dit, voilà, ça, c'est une réaction de correcteur linguiste, donc qui voit des temps, là où moi, je vois ce que les temps font au texte littéraire. C'est-à-dire que le présent, au départ, tout simplement, on est dans une focalisation externe. Hein. Un narrateur, on ne sait pas qui c'est, enregistre ce que fait cette personne. Et ensuite, eh bien, on est dans ce que Flaubert avait inventé, c'est-à-dire une sorte de style indirect libre. Et le passé nous fait arriver dans la tête du personnage. Donc, ce sont deux conceptions différentes. Et dans je raccroche maintenant avec le master de traduction littéraire. Moi, j'avoue que c'est un immense plaisir pour moi de le diriger, de suivre mes étudiants qui viennent donc de langues très différentes. Et donc, leur dire que voilà, s'ils viennent en attendant des outils, ils seront déçus parce que moi, je n'ai pas d'outils. En revanche, s'ils sont là pour que je les aide à poser des questions au texte, parce que le texte leur donnera la réponse, là, oui, ok, je peux. Que donc, on traduit la langue d'un texte qui est toujours infini, qu'un texte, parce qu'un texte, c'est pas non plus un sens. Hein, toujours, ils me disent, mais il faut être fidèle au sens. Alors déjà, la notion de fidélité, j'aime pas, de même que la notion d'universalité. Et puis surtout, le sens. Depuis Barthes, on sait qu'un texte, il n'a pas un sens. Ou bien les étudiants aussi aiment bien dire « Ah oui, mais moi, je veux savoir l'intention de l'auteur ». Tout à l'heure, je crois que c'est Olivier qui disait, ou Claro, je ne sais plus, mais effectivement, très souvent, je me suis rendu compte que les auteurs ne se rendent pas compte jusqu'au bout de ce qu'ils s'écrivent. C'est-à-dire qu'il y a des jeux, clairement des jeux sur les sonorités, etc., qui leur échappent parce qu'ils n'ont pas fait attention, mais n'empêche que c'est là, et donc je le traduis. Et ce qui me frappe aussi toujours, c'est de voir que les auteurs que je présente, avec qui, en plus, on est amis avec les auteurs, donc on discute beaucoup, et eux, ce qu'ils me disent, c'est que les critiques qui les intéressent sont les critiques, justement, qui mettent le doigt sur des choses qu'ils n'avaient même pas vues dans leur propre texte. Voilà, j'ai un peu débordé, je ne sais pas trop si j'ai répondu à la question. Si, tout à fait. La question, enfin, se portait sur comment. Voilà, donc là, c'est le contenu de l'enseignement, enfin, la philosophie de l'enseignement que vous avez décrite. Et dans les stratégies de diffusion, effectivement, j'évoquais celle de former des générations qui pourront porter ça. Et comment c'est mis en œuvre? Est-ce que vous avez, après un suivi des étudiants, après leur sortie du master, est-ce que vous avez une visibilité sur la façon dont ils intègrent ou pas le milieu éditorial, ou est-ce qu'ils construisent un parcours dans la traduction littéraire? Est-ce que vous avez des retours avec le Alors, recul? pas encore systématique du tout. Ce qui fait aussi la particularité de notre master, c'est que je dirais que les auteurs, finalement, les traducteurs… Ils sont des auteurs. Ouais. Oui, et donc les étudiants qu'on a, je dirais qu'un tiers traduisent vers le français leur langue maternelle. Nous avons beaucoup d'étudiants qui nous viennent de Chine, des pays arabes, d'Iran, de Russie. Donc, on les incite à traduire, puisque c'est l'avantage de l'INALCO, c'est que les enseignants, on est de langues maternelles diverses. Donc, on les incite à traduire. Alors, même langue maternelle, c'est une convention de langage. En tout cas, on les incite à traduire dans la langue dans laquelle ils écrivent le mieux. Alors, l'INALCO se dote de plus en plus d'outils, justement, de suivi. Sinon, pour l'instant, c'est pas fait. Je dirais que les limites aussi de ce master, c'est que je demande depuis 3 ans maintenant un poste qui soit dédié
à ce master, un enseignant qui ne soit que pour ce master. J'ai du mal à la voir puisque chez nous, on a encore beaucoup de collègues qui ont du mal à comprendre qu'on puisse recruter un enseignant-chercheur qui ne soit pas ancré dans une langue littérature particulière. Et le problème, c'est que j'imagine que ce n'est pas un hasard si c'est moi qui donne beaucoup de temps à ce master. Il se trouve qu'en bulgare, j'ai maximum, entre la licence et le doctorat, 10 étudiants. Je comprends parfaitement que mes collègues, je comprends parfaitement que mes collègues qui sont en swahili, qui sont en coréen, qui sont en chinois, certains ont 300, ont 500 étudiants, je comprends parfaitement qu'ils ne puissent pas donner autant de leur temps. Donc, ce que j'espère, c'est que d'ici, on puisse avoir justement quelqu'un qui pourrait aussi faire ce que je n'ai pas le temps de faire. Parce que, en plus, moi, je suis aussi une chercheuse non seulement sur la réflexion sur la traduction, mais aussi sur l'histoire de la littérature bulgare. Et j'aimerais qu'on puisse avoir quelqu'un qui puisse organiser beaucoup plus de rencontres entre les étudiants entre les éditeurs et nos étudiants, les faire participer à des forums, bref, qui ait un aspect professionnalisant encore plus marqué. François-Michel, quelque chose par rapport à ces questions de diffusion, est-ce que vous avez des lumières à apporter sur des stratégies de diffusion qui ne sont pas encore mises en place ou qui pourraient venir compléter ce qui existe? Alors, stratégie à grande échelle, non, mais à petite échelle, oui, c'est-à-dire de quelle manière un éditeur et un traducteur peuvent se rencontrer. Alors, je peux donner un exemple concret parce que c'est celui que je vis avec Zulma, avec Laure Leroy. Laure Leroy est intéressée par les littératures du monde. C'est-à-dire qu'un roman bulgare a autant de chances qu'un roman américain ou chinois ou hébreu. Il y a vraiment autant de chances, à condition que le traducteur ait réussi à l'intéresser. Alors, mais il n'y a pas de préjugés. Je veux dire que ce qui va intéresser Laure Leroy, c'est l'histoire, c'est c'est l'écriture, c'est ce que ça raconte, ce que ça fait parler, de quelle manière ça fait voyager, de quelle manière ça ouvre le lecteur sur d'autres horizons. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une focalisation sur la littérature du monde, mais ce qui n'exclut absolument pas la littérature française, qui est un monde aussi en soi, et qui est un monde dans lequel on peut voyager aussi. Il y a aussi une littérature de langue française dans laquelle on voyage. Donc, voilà, la question, c'est comment convaincre un éditeur. Alors, il est évident que quand l'éditeur peut lire une œuvre d'une langue quelconque, dans une traduction anglaise, c'est un atout considérable. C'est un atout considérable. Malheureusement. Je dis malheureusement, mais c'est mieux que rien du tout. Et bon, sinon, ce n'est pas voué à l'échec. Moi, j'ai convaincu Laure Leroy de traduire ces quelques monstres de Miquel de Palol, un Catalan, sans qu'elle puisse lire en anglais. Bon, c'est un livre qui était déjà traduit en allemand et en italien, mais elle ne lit aucune de ces deux langues. Et j'ai bataillé, mais je lui ai montré un exemple de traduction. Elle a lu une nouvelle tirée de ces énormes romans et j'ai présenté l'auteur, j'ai parlé de son monde, je lui ai donné un résumé complet. Donc, il y a tout un travail de persuasion. Il faut être un peu vendeur, il faut faire un petit peu ce que devrait faire l'agent, mais et que l'agent ne fait pas forcément. Voilà. Donc, je pense que si le traducteur arrive à cette démarche, et je pense que la plupart d'ailleurs font cela, en réalité, le font déjà, mais parfois avec une sorte d'inhibition. C'est-à-dire que quand on est traducteur d'une langue rare ou périphérique, eh bien on se dit « Ah oui, voilà, ça va être difficile ». Non, je crois qu'il faut y croire, aller au front et aller chez de petits éditeurs qui ont le courage. Ce livre, par exemple, Le Jardin des 7 crépuscules, qui est vraiment pour moi l'un des grands romans européens du XXe siècle, même si tout le monde n'est pas au courant, il a trouvé son chemin de cette manière, c'est-à-dire à force d'insistance, de persuasion. Je pense que c'est possible. Et pourtant, Gallimard
l'avait refusé, curieusement. Hein. Gallimard l'avait refusé après la lecture d'une note dithyrambique. Une note du lecteur en disant que c'était un chef-d'œuvre absolu, il faut absolument le publier, il faut le traduire, c'est une grande œuvre, c'est l'un des plus grands romans du XXe siècle, et rien. Pourquoi ? Parce qu'il fallait être capable d'investir une somme énorme, hein, c'est 2,5 millions de caractères. Voilà, et il se trouve que c'est possible chez un petit éditeur. Expliquez pourquoi. Eh bien, pour le catalan, il y a une raison, c'est peut-être valable aussi pour le bulgare ou pour l'hébreu, je ne sais pas. Eh bien, il y a derrière les institutions de ces pays qui ont quand même envie de visibilité et qui sont prêts à participer, à aider. Alors, voilà. Tout le monde n'a pas l'Institut Ramon Llull. L'Institut Ramon Llull fait un travail extraordinaire. Oui, ça, sinon, il y a le CNL. Le CNL. Bien sûr, Marie. Alors, pour la Bulgarie. Non, allez-y, je dirai quelque chose après. Il y aurait deux choses, pardon. Il y a quelque chose moi, qui me fait un peu rager quand même. C'est-à-dire que si je prends le cas j'avais rencontré, je ne dirais évidemment pas de nom, j'avais rencontré 2 éditeurs alors il y avait un qui était, on va dire, plutôt un grand éditeur connu, et quelqu'un qui devait monter, qui était en train de monter sa maison d'édition, qui n'était pas encore connue, qui maintenant est une maison d'édition assez connue. Les 2 personnes, on se donne rendez-vous pour que je leur parle, etc., etc. Et au bout d'un moment, on me dit, mais oui, vous savez, on vous comprend bien, mais on ne lit pas le bulgare, donc pourquoi on vous ferait confiance ? Alors, il y en a un, j'avais fait quand même en tout 1h30 de métro pour aller dans son bureau. Je suis devenue toute rouge de colère. Il a dû le voir, il me dit, bon, c'est vrai, vous êtes professeur d'université, vous n'avez pas besoin de ça pour vivre. C'était très gentil, mais à côté de ça, donc, il ne me fait pas confiance parce que je pourrais lui fourguer n'importe quoi parce que voilà, pour traduire. Bon. À côté de ça, il n'y a pas très longtemps, il se trouve qu'il y avait un texte qui est sorti en 2015. Donc, quand un texte m'appelle à traduire, je fais la biographie de l'auteur, je traduis 30 pages d'extrait, je fais une note de ma lecture de ce texte. Et en général, je le mets aussi sur un site que j'ai fondé et où je dois avoir maintenant à peu près 80 auteurs dessus, litbg.eu, écrivain de Bulgarie. Et donc, un texte qui paraît en 2015. Je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs parce que maintenant, j'ai quand même des relations, on va dire, plus personnelles, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, oui, plus privilégiées avec des éditeurs. Pas de réponse, bien. Et il y a 1 mois et demi, Gallimard me demande de faire une note sur ce livre-là, dont je leur ai fait remarquer que je n'avais pas besoin de faire une note puisque je l'avais faite, je leur avais envoyé. Bien. 3 semaines plus tard, c'est Actes Sud qui me demande la même chose. Je réponds la même chose. Et puis, 3 semaines plus tard encore, c'est Armand de Saint-Sauveur, avec qui je travaille, qui me dit « Marie, voilà, je suis désolée, je n'ai pas demandé ton avis, mais j'ai dit oui pour ce texte. » Et en fait, il avait été proposé par qui ? Par un agent littéraire français. Donc, l'agent littéraire, lui, qui est quand même là aussi pour se faire un peu d'argent, j'imagine, sur les textes, mais on va lui faire confiance. La traductrice que je suis, forcément, on va la soupçonner de vouloir... donc ça, c'était une chose. La deuxième chose, c'était alors l'aide, les aides. Heureusement qu'il y a le CNL, absolument. Alors, les Bulgares, j'avais fait un papier incendiaire dans l'équivalent du Monde ou de Libé en Bulgarie, parce que, oui, il y a une aide et elle peut être très intéressante, dans la mesure où cette aide, si on demande le plafond maximal qui est 5 000 €, si c'est un petit texte, l'éditeur, finalement, ça lui rembourse non seulement les frais de traduction, mais aussi une partie de frais annexes de la publication du livre. Simplement, les Bulgares sont charmants, c'est-à-dire que, premièrement, on a une seule session, là où d'autres pays, la Macédoine de la région, ont 2 sessions. Et surtout, jusqu'à une date, jusqu'à il y a 2 ans, il fallait, tenez-vous bien, et c'est là-dessus que j'avais ironisé, l'éditeur, par exemple, américain, français, etc., devait apporter le dossier en main propre dans le bureau à Sofia. Ça lui coûtait un petit peu cher d'hôtel, sans savoir s'il aurait... Bon. Alors ça, il n'y a plus cette clause, mais il y a encore une clause qui est terrible, c'est qu'ils veulent que tout soit en bulgare, notamment les contrats. Donc, ça veut dire que c'est moi qui me tape tous les dossiers. C'est assez lourd.
traduire, je suis une traductrice littéraire, traduire un contrat de traduction vers le bulgare, c'est pas ma tasse de thé. Et puis, leur site, soi-disant, vous avez une rubrique en anglais, et en fait, une fois que c'est marqué, vous avez les grands titres en anglais, tout est en bulgare. Donc, un éditeur ne peut pas le faire tout seul. Enfin, pour traduire les contrats, il y a DeepL maintenant. Très, très bien pour ça. Mais justement, hein, enfin, je veux dire, c'est aussi une inquiétude, non? Puisque tout le monde semble connaître le nom d'un logiciel que j'ai découvert récemment, mais qui ne traduit pas de l'hébreu. Moi, il me semble que ce sont des questions qu'il faut se poser parce qu'on parle de diffusion, de langue, de littérature, dans un monde où il y a des logiciels qui traduisent déjà et apparemment pas si mal. Donc moi, j'ai des inquiétudes de ce côté-là et des inquiétudes aussi. Ça a certainement été évoqué, je ne suis pas là depuis le début de la journée, mais de l'enseignement des langues, tout simplement, dans le système scolaire français, où on le sait. Enfin, moi, j'ai enseigné l'hébreu quelques années de 1999 à 2004. Il y avait encore sur toute la France une vingtaine de postes. Aujourd'hui, il y en a peut-être 5, 6. Le russe dans l'établissement où j'étais a disparu, l'allemand aussi, etc., etc. Et donc, tout le mouvement absolument extraordinaire qu'il y a eu dans les années 70, où plusieurs langues sont entrées dans les collèges et les lycées, et des postes ont été créés en fac, et ça a été le cas à Lille, par exemple, notamment, où j'étais en poste, et on devait ça à des gens qui étaient très investis. Aujourd'hui, c'est fini. Et pour moi, on devrait tous alerter, entrer dans les lycées, entrer dans les collèges, aller parler aux élèves de ce qu'est la réflexion sur une langue, sur sa propre langue, sur cette question effectivement de langue maternelle. D'ailleurs, moi, je leur demande parfois, j'ai la chance d'aller voir beaucoup de collégiens et lycéens, pas tant en tant que traductrice, mais en tant qu'auteur, mais je glisse toujours quelque chose sur la traduction un peu en contrebande. Et je leur dis, langue maternelle, ça vient d'où? C'est la langue qu'on parle à l'école maternelle. Alors, bon, non, mais c'est charmant. Et là, on part dans des discussions qui permettent d'interroger sur une langue, sur le soulagement qu'on peut avoir parfois à pratiquer deux langues entre lesquelles on essaie d'établir une connivence, un dialogue, et non pas la séparation qui serait celle d'une hiérarchie de la langue dominante et de la langue dominée, de la langue, voilà, une hiérarchie des langues qui s'impose parfois en société malgré nous. Et donc, je pense vraiment que ce sont des enjeux politiques, des enjeux littéraires qu'il ne faut pas lâcher parce que bientôt, oui, les élèves le disent déjà aujourd'hui. Pourquoi aura-t-on besoin de traducteurs? On met ça sur le logiciel machin chose et on a le texte qui est traduit. Oui, il y a une espèce de technolatrie qui est accompagnée par un certain nombre de responsables politiques et qui, même dans voilà, au niveau européen, etc., on met des crédits énormes sur ces questions-là, sur lesquelles les GAFA investissent massivement. Et il y a des progrès réels, mais oui. Bon, toutes ces questions-là, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Non, mais risque de nous rattraper, mais c'est juste pour dire qu'on aura beau on fait des progrès qui sont peut-être enfin voilà, inévitable et intéressant et sur lesquels il faut réfléchir dans un autre cadre. Mais là, puisqu'on parle de diffusion, il restera les langues ne vont pas disparaître. Et bien sûr. Et la charge, la charge des langues ou les charges historiques, les charges politiques, les charges émotionnelles des langues ne vont pas disparaître non plus. Et donc, je pense qu'il y a un hiatus de plus en plus grand entre des langues qui existent et un manque de circulation, de réflexion sur ces langues et de diffusion. Voilà. Je renvoie à l'Observatoire de la traduction automatique. Lève la main. Tout de suite. Ah oui, non, quand je dis entrer dans les collèges, entrer, c'est oui, c'est à l'éducation nationale, oui. Alors,
on est dans une situation qui est vraiment le contraire de la diversification des langues. Et il y a énormément de classes qui ferment avec plein de langues différentes. Et l'hébreu en fait partie, et bien sûr, et d'autres langues. Mais c'est pas du tout du fait que les élèves ne souhaitent plus apprendre les langues. C'est du fait que ces langues-là sont des sections fermes et les langues ne sont plus enseignées. Et que mais il y a eu une baisse, il y a aussi une baisse des effectifs des élèves qui a permis de supprimer ces postes. Mais oui, mais quand on voit ça de l'intérieur, c'est dû au fait que parfois on va fermer une section en lycée et de fait, cette langue-là va mourir dans les collèges qui sont à côté. Il y a eu toute une répartition de l'enseignement au niveau de, on va dire, de la sectorisation de l'enseignement des langues qui a été programmée et qui a fait en sorte que ces langues qu'on appelle minorées, qu'on appelle comme on veut, sont en train de mourir de fait dans l'enseignement en France. Et ça, c'est catastrophique. Vous avez raison de le souligner. Pardon, il y a une exception. Vous savez, il y a une langue qui ne cesse de croître dans l'enseignement secondaire, c'est l'italien. Je ne suis pas persuadée que c'est une langue qui est en train de croître dans l'enseignement secondaire. Mais moi, je parle de chiffres, là. Ah oui, enfin, sur la règle, sur les 20 dernières années, l'italien a doublé ses effectifs. Mais en se régionalisant aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le quart sud-est de la France, il y a beaucoup de postes qui ont été créés et beaucoup. Des langues comme le portugais, comme voilà, et comme l'hébreu dont on parlait, et beaucoup de langues. En tout cas, dans les choix de langues et la récente réforme ferme encore davantage ces choix de langues. C'est-à-dire que 2-3 langues maintenant, c'est juste plus possible. Voilà, donc c'est une politique globale. Oui. Merci beaucoup de le souligner. Je crois qu'effectivement, c'est un choix politique. Moi, je suis entièrement d'accord. C'est un choix politique de destruction de la diversité linguistique pour des raisons qui sont purement comptables, de faire à tout le monde anglais, espagnol. On en est là. Oui, bien sûr. Et je crois s'il y a quelques exceptions avec l'italien qui croit dans le sud-est, tant mieux, mais ce n'est qu'un artefact dans une politique globale. Moi, j'ai la cinquantaine, j'étais dans un collège où il y avait 5 langues enseignées, 5 langues vivantes proposées au collège. C'est devenu une chose qui n'existe plus. Enfin, Oui, on dit que c'est politique, mais il y a certainement aussi une responsabilité, évidemment, du ministère de l'Éducation nationale, et je souscris à 200%, et aussi une responsabilité de la société, au sens large. Il y a des gens très, très bien dans notre société, mais qui a laissé aussi se communautariser les esprits et les discours. C'est-à-dire que je l'ai vu, moi j'ai enseigné à la fin des années 90, au début des années 2000, enseigner l'hébreu ou étudier l'hébreu pouvait être connoté et poser problème, de même pour l'arabe, et il est là le danger, il est là. Il est de croire que c'est seulement les enfants issus de l'immigration portugaise qui vont faire du portugais, les enfants issus de l'immigration turque qui vont faire du turc, les juifs qui vont faire de l'hébreu, et les enfants issus de l'immigration musulmane ou arabe qui vont faire de l'arabe. Et je crois que il y a vraiment, enfin, quand on dit le problème est politique, il est vraiment au sens large. Et il est grave parce qu'on a de plus en plus de langues, justement. Moi, j'interviens dans des ateliers d'écriture. On a de plus en plus de langues qui circulent à travers des différentes immigrations. Et il y a un mouvement inverse qui est de faire la place. Et j'ai évidemment strictement rien contre l'anglais ou l'espagnol, et contre aucune langue. Mais c'est un enjeu qu'on n'a pas mesuré, on a laissé faire. Depuis les années 2000, on a laissé faire ça depuis les années 2000, la fermeture des postes. Et en ce qui concerne l'arabe, c'est même parti avant. Oui. Parce que dans les années, il y a une enquête de Florence Aubenas qui a été menée. Moi, je l'avais rencontrée au sujet de cette enquête. Dans les années 70, il y avait à peu près 25 000 personnes qui étaient enseignées en arabe dans l'éducation nationale. 20 ans après, il y en a 5 000. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que dans les années 80, il y a eu la marche des beurs, il y a eu des revendications de dire nous sommes français. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si la réponse institutionnelle, ça a été ah bon, vous voulez être français ? Eh ben dans ce cas-là, il faut oublier votre langue et votre culture d'origine. C'est pratiquement ça qui s'est passé. Madame ?
Pardon, merci. Et c'est un spectacle qui est vraiment magnifique et qui pose ces questions-là, oui, des langues minorées. Et c'est vraiment un spectacle à voir. Voilà, c'est juste pour alimenter un peu. Merci. Et je crois qu'il est accompagné d'un livre, ce spectacle. Oui, et puis il est accompagné aussi par un musicien qui s'appelle Alain Larribé, qui est un berger des sons aussi, qui est vraiment fabuleux. On va s'enseigner, mais c'est vrai qu'il y a une très grande inquiétude, parce que là, on est là à parler de l'espace de diffusion, mais je le vois bien. Moi, j'ai été étudiante au Lanzo dans les années 90. Il y avait une fréquentation de départements d'hébreu plutôt variée. Elle a changé, cette fréquentation. Et l'hébreu, aujourd'hui, est beaucoup plus enseigné dans les écoles juives privées que dans les écoles publiques. Et même dans les écoles juives, il est mal enseigné. L'hébreu moderne est très mal enseigné. Et il y a une vraie inquiétude, mais qui n'est pas, qui est mon inquiétude pour cette langue que j'aime, et j'estime qu'il faut continuer à avoir des lecteurs, des traducteurs dignes de ce nom. Mais c'est une inquiétude qui pour moi concerne toutes les langues qui manquent de visibilité à l'école, dans la réflexion, dans l'enseignement, et qui, encore une fois, avec une charge politique très forte, très très forte et dangereuse. Juste pour faire le Pardon, lien. je suis inquiète, mais non, mais merci, parce que je crois que il y a un lien il y a un lien qui est réel entre l'enseignement précoce de ces langues et les traducteurs qu'on retrouve. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai deux exemples très positifs à donner. Cette semaine, il y a un atelier avec des traducteurs, des gens qui voudraient peut-être devenir traducteurs de l'arabe au CITL à Arles. Parmi eux, il y a quelqu'un qui a commencé l'arabe dans un collège à Grenoble il y a 10 ans. Et pareil, dans les traducteurs que j'ai rencontrés du chinois, ce sont curieusement, il y en a très peu, des jeunes traducteurs du chinois. Il y en a 2 qui viennent du même collège à Nantes et qui ont fait tout ce parcours-là. Et c'est là que ça prend sa source. Oui, si on ne veut pas avoir uniquement des gens qui traduisent pour des raisons confessionnelles ou pour des raisons identitaires, etc., c'est effectivement, ça veut dire qu'il faut permettre à ces quelques vocations d'avoir des espaces pour se déployer. Donc, je crois qu'on est quand même dans un débat qui est lié. Faustine. Oui. Peut-être un micro. Parfaitement bilingue, il est d'une famille occitanophone. Voilà. Ouais. Mais vous avez pointé 2 sources parmi les traducteurs, ceux qui apprennent donc dans l'institution, à l'école, et puis ceux qui sont issus d'une immigration, qui ont des parents, souvent qui sont issus d'ailleurs de couples mixtes. Bon. Il y a une troisième voie, et je me demande si ce n'est pas la plus importante parmi les traducteurs, c'est celle de ceux qui rencontrent cette langue parce qu'ils vont vivre à un certain moment dans un pays, dans ce pays dont ils tombent amoureux, et parfois qui se marient avec quelqu'un de cette langue. Moi, je n'ai pas étudié l'espagnol, je suis traducteur d'espagnol parce que je me suis marié avec une espagnole. C'est un cas de figure effectivement assez répandu. C'est très répandu. Donc, je me demande quelle est la proportion, mais est-ce qu'on peut agir à ce niveau-là, favoriser la création de couples mixtes? Non, mais elle se fait naturellement, je pense. Elle se fait naturellement, à condition que dans ces couples-là, il y ait une sorte d'admiration mutuelle pour la langue de l'autre. Mais je pense que c'est assez banal, en fait. Non, mais heureusement qu'il reste cette voie-là et qui ne peut être finalement réduite que par la fermeture des frontières à laquelle, par ailleurs, nous assistons actuellement. Oui, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a aussi un autre moyen d'apprendre des langues, c'est on va vivre dans un pays et on se marie avec quelqu'un ou pas, ou en tout cas on va vivre dans ce pays. J'ai l'impression qu'il y a plus de chances qu'on aille vivre en Espagne parce qu'on a appris l'espagnol à l'école justement, plutôt qu'on aille vivre par hasard en Bulgarie, parce que, et donc c'est une question qui rejoint aussi la question de l'enseignement et de l'accès qui est fait par l'enseignement à l'école, mais qui peut être fait par l'enseignement de la littérature, par plein d'autres biais, mais en tout cas, comment on a accès même au fait que ça existe, ces langues-là et ces pays-là. On dit, la Bulgarie, c'est où? Moi, je traduis du grec, bon, ça existe encore.
Bon, donc si on ne sait pas que ça existe, on n'y va pas. Voilà. Et puis c'est effectivement surtout créer un imaginaire, donc un désir d'imaginaire. Il se trouve que moi, pourquoi le bulgare? Quand j'avais 13 ans, donc en pleine guerre froide en 73, pour ne rien de vous cacher, mes parents ont pris en stop un couple. Ce couple était bulgare. Ils les ont invités, moi j'étais pas dans la voiture, ils les ont invités à rester 2-3 jours chez nous. Et quand j'ai entendu cette langue, je peux pas dire ce qui s'est passé, mais voilà, il s'est passé quelque chose et je me suis dit, je veux que ce soit ma langue et je veux la parler comme eux. Donc, ça a été le ressort. Après, effectivement, je me suis mariée. J'ai divorcé, mais je me suis mariée avec des Bulgares. Et, mais il y avait, c'est vrai que, en plus, quand on a entre 10 et 15 ans, alors, je parle pour moi, peut-être que, sans doute qu'après, c'est encore le cas, mais on a, je crois, aussi un très, très fort potentiel de désir d'imaginaire d'autrui, enfin, autre. Moi, il se trouve que on habitait. Bon, c'est vrai que j'ai des parents qui étaient très 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 ouverts. Un père qui avait beaucoup d'amis en Afrique, au Maghreb, etc. Mais j'ai grandi dans une maison. J'aimais pas la maison parce que c'est fermé sur la famille, et dans une toute petite ville de province. Et c'est vrai que la Bulgarie, c'est un univers autre dans lequel j'ai voulu me construire et je me suis construite. Et c'est sûr que il faudrait pouvoir ouvrir beaucoup plus à beaucoup de langues, ça c'est clair. Oui, 1, 2, c'est bon. Pour revenir du coup sur la diffusion et la découverte des autres langues qui existent, il y a une autre part même de l'Europe qu'on ne connaît pas trop. Il y a Erasmus, par exemple, mais c'est la même chose. Est-ce qu'il y a les financements? Est-ce que les étudiants ont les moyens de partir? Enfin, je sais que moi, du coup, ça a été mon cas. J'ai pu partir 1 an en Slovénie. Donc, langue très, très peu de locuteurs. Il y a peut-être 3 millions de locuteurs. Et j'ai découvert un pays, une culture où les gens sont habitués à avoir plusieurs langues. Déjà, du fait de l'histoire, voilà, j'ai mon copain maintenant qui est slovène et lui comprend le serbo-croate. Italien, allemand. Voilà, il est infiniment plus cultivé que moi. C'est très énervant. Mais du coup, je me suis pris en pleine tête le fait que, ah oui, je suis française et je connais que ma petite réalité de mon pays est grand, donc j'ai pas besoin de me poser la question, en fait. Et alors que les Slovènes, évidemment qu'on apprend d'autres langues et évidemment que c'est important. On est tout petit, donc on a intérêt à trouver un moyen d'exister, en fait. Et c'est vrai que c'est un des moyens. Je peux vous raconter une anecdote. J'étais porteur d'un projet européen et à ce titre, qui a été accordé, et à ce titre, j'ai été à ce qui s'appelle un kick-off meeting à Bruxelles, où nous étions 200 d'abord dans une salle pour entendre comment il fallait conduire un projet européen. Et puis ceux qui étaient directement concernés par les projets autour des langues ont été mis dans une salle. Et là, des fonctionnaires européens chargés des programmes langues nous ont demandé un petit peu de faire un brainstorming et d'apporter des solutions, parce qu'il y avait cet objectif que chaque citoyen européen maîtrise 2 langues étrangères. Et il y avait un classement des pays de l'Union européenne, il y en avait 27 à l'époque, et les 2 dernières lignes du classement, je vous laisse deviner quels étaient les pays. Eh bien, c'était la France et le Royaume-Uni, c'est-à-dire les anciens empires coloniaux. Voilà. Là-haut, il y a une question. Alors, c'est aussi une remarque plutôt pour rebondir sur cet effet de diffusion et peut-être amener une nouvelle voie en fait de diffusion. Moi, je pense que les nouvelles langues, enfin pas les nouvelles langues, pardon, les langues rares minorées sont amenées à se développer via l'audiovisuel en fait. On voit un gros essor de séries en fait. On va pas citer de nom, on pense tous au même, de plateformes en fait de diffusion qui essayent justement de créer de nouveaux contenus venant de pays avec des langues moins connues et qui justement favorisent la connaissance ou la découverte justement de ces cultures et de ces langues, parce que le public va apprécier en fait de regarder en VO cette série, ce film, et qui justement par la suite, au lieu d'avoir une chaîne traditionnelle du livre vers la série ou le film adapté, de peut-être des gens qui vont découvrir une série dans telle langue et se dire tiens, c'est une culture qui me plaît, allons voir les livres traduits ou les livres en VO de cette langue. Et je pense que c'est quelque chose qui, peut-être on verra les effets dans quelques années, mais pourra favoriser justement la découverte ou redécouverte de ces langues plutôt rares, on va dire.
Enfin, j'ai espoir là-dessus. Je confirme avec un témoignage de quelqu'un qui enseigne le coréen à Aix-en-Provence. Il y a 400 étudiants en coréen à Aix-en-Provence et c'est un effet de la K-pop. Oui, alors je disais tout à l'heure que l'intérêt pour la littérature israélienne a connu un essor dans les années 90 avec le cinéma et depuis les années 2000 avec les séries, donc je vous rejoins. Mais pour moi, ça ne doit pas être notre comment dire. C'est pas nous, enfin quand je dis nous traducteurs, écrivains, enseignants, c'est pas uniquement par ce biais-là. C'est-à-dire il y a d'autres choses à défendre aussi pour permettre pas uniquement la diffusion, mais aussi l'intérêt pour les langues, l'étude de ces langues et en premier lieu l'intérêt du ministère de l'Éducation nationale pour elles. Est-ce qu'on pourrait terminer sur une note positive? L'intérêt, c'est positif. Bien sûr, non, mais je veux dire, on est dans la déploration. Je vous pose la question sincèrement. Est-ce qu'il y a un pays, dites-moi un pays, où il y ait autant de traductions de littérature étrangère? L'Allemagne. Bon, il y en a un autre? Alors c'est vrai qu'on peut. Non, c'est. La France est quand même extraordinaire. Je le reconnais totalement et je suis pas toujours aussi inquiète. Là, c'est parce qu'on parlait d'espace de diffusion, mais c'est vrai que la France est un pays qui publie beaucoup de littérature étrangère, qui a des institutions et des outils qui favorisent cela, mais il n'empêche que justement on ne peut pas s'empêcher, voilà, de ne pas pointer, voilà, oui, certains dangers qui arrivent. Justement, ça a lieu parce que nous, on n'a pas, à l'œil nu, on n'a pas 25 ans. Et notre moyenne, voilà, donc on est issu aussi, la plupart des traducteurs qu'on voit, qu'on connaît, qui sont là, qui se sont exprimés aujourd'hui, sont issus d'une société où les langues et le rapport aux langues n'étaient pas le même que celui qui existe aujourd'hui. Donc là, c'est si on parle de l'avenir aussi. Mais évidemment, en France, on a des institutions, des lieux de discussion, de rencontres, des festivals que tout le monde nous envie. Des médias, les traducteurs sont payés. Les traducteurs sont payés, c'est encadré. Ont un statut bien d'auteur. sûr. Ah oui, tout ça, ça va très bien et tant mieux. Mais c'est une inquiétude. Mais c'est vrai que le terreau sur lequel tout ça a été construit est en train de se déliter. Il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin et s'interroger dessus. Mais on n'est pas les plus à plaindre, c'est sûr. Néanmoins, merci d'avoir proposé cette note positive pour conclure cette table ronde, qui pour moi n'était pas dans la déploration, même si elle est partie dans une direction critique. Et je l'assume parfaitement. Je trouve que d'avoir ici un espace de pensée critique, c'est nécessaire. Merci en tout cas à vous trois pour cette discussion qui a été intéressante. Merci. Et merci de nous avoir accueillis pour toute cette journée. Cécile Quintin, j'avais juste un petit mot à dire puisque vous voulez terminer sur une note positive, tant mieux. Mais j'avais via une intervention en ligne d'Isabelle Poulain, qui est enseignante en littérature comparée à l'université Bordeaux-Montaigne, qui dit que le master du russe et d'italien risque d'être fermé. Voilà. Donc je voulais pas casser l'ambiance, mais comme elle nous a envoyé un message, je voulais transmettre ce message à l'Assemblée. Voilà. Mais merci. Merci à vous tous. Nous aurons une rencontre avec André Markovitz à 18h à la librairie Georges Attalance. Et donc, c'était une préouverture du festival donc Lettres du Monde qui ouvre officiellement demain soir à Station Ozone avec 3 auteurs, Milena Agus, Udurova Olavsdottir et Mackenzie Orsel pour 10 jours de festival littéraire itinérant sur la métropole bordelaise et la région de Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous tous et bonne fin de journée. Au revoir. Merci.